Bon, il est 6 heures, donc je pense on peut débuter la présentation de ce soir. Ce soir, on a 60 minutes ensemble. Je pense que la présentation va durer entre 45 et 50 minutes, ce qui va nous laisser la chance à la fin, si vous voulez. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Pour les questions, par contre, je vais vous inviter à les mettre dans la fonction de clavardage, donc dans le chat. Et vous pouvez le faire au fur et à mesure là, de la présentation, mais on aura du temps à la fin dédié pour pouvoir répondre aux questions. Puis je veux aussi mentionner qu'on enregistre la présentation pour qu'on puisse la redistribuer là, aux gens qui malheureusement n'auront pas pu se joindre à nous ce soir. Alors voilà, on va débuter tout de suite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous ce soir. On va parler de drogue, on va parler d'alcool, on va parler de cannabis, on va parler de nicotine, donc de vapotage. Dans un contexte aussi où est-ce que je vais vous donner pas mal de données ce soir, mais je vais aussi prendre du temps à la fin pour mettre ça en contexte de comment on fait pour entamer la conversation avec nos jeunes par rapport à ce qu'on va avoir appris ce soir ou par rapport à la consommation en général. Donc, quelques petits trucs et outils là, pour mettre en application l'information que je vais vous véhiculer ce soir. Alors, je suis avec Jeunesse sans drogue, je suis Chantal Vallerand, je suis la directrice générale à Jeunesse sans drogue. Et qu'est-ce qu'on fait à Jeunesse sans drogue? Quelle est notre vision? Eh bien, c'est de s'assurer que les jeunes puissent vivre à l'abri de la consommation problématique de substances et de dépendance. Donc, notre vision, ce n'est pas de promouvoir l'abstinence à tout prix. Notre vision, c'est vraiment de pouvoir fournir de l'information, des faits, de l'évidence, de la recherche pour que les parents, les familles, les gens qui travaillent avec les jeunes puissent avoir la bonne information pour pouvoir avoir justement des conversations éclairées avec leurs jeunes. On sait que 90% des gens qui sont aux prises avec un problème de dépendance ont commencé à consommer à l'adolescence. Donc, c'est important de prendre le temps comme ce soir pour pouvoir en discuter, pour pouvoir avoir la bonne information et commencer rapidement à avoir ces conversations-là avec notre jeune. On sait que depuis la pandémie, on a constaté encore plus une corrélation entre la consommation de substances et les problèmes de santé mentale. Écoutez, les jeunes ont toujours été vulnérables à cet égard-là, mais l'est encore plus maintenant. L'an dernier, quand on a sondé les jeunes, seulement 1 jeune sur 4 déclarait être en excellente ou en très bonne santé mentale. Alors que la moitié, malheureusement, ne pouvait pas entrevoir un avenir prometteur pour eux. 45% des jeunes déclarent être pris avec des symptômes d'anxiété modérée à grave, tandis que 24 vivaient avec une dépression modérée à grave. On sait aussi que les jeunes de 16 à 24 ans sont plus susceptibles d'être aux prises avec des problèmes de santé mentale et de consommation de substances que tout autre groupe d'âge de la population générale. Je commence avec des données qui sont peut-être un petit peu épeurantes, mais je veux vous rassurer que on est là pour vous appuyer, on est là pour vous donner des outils. Puis l'important, en fait, c'est d'avoir cette information-là pour, comme je dis, avoir des conversations éclairées. Donc, on n'est pas là pour être alarmiste ou être négatif. On est vraiment là pour partager avec vous des faits. Ce que vous allez voir, dans la majorité des cas, quand je vais vous donner des statistiques, les sources sont indiquées. La grande majorité des sources viennent d'enquêtes qui ont été faites par le gouvernement du Canada, par exemple l'enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues, enquête canadienne sur le cannabis. Donc, à différents moments dans la présentation, vous allez voir ces sources-là. Mais si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur ces sources-là, je vous invite à communiquer avec nous là, après la présentation. Ça va nous faire plaisir de partager ça. Qu'est-ce qu'on fait chez Jeunesse sans drogue? Eh bien, on a un site web très étoffé. C'est peut-être par là que vous êtes inscrit ce soir à notre présentation. Il y a énormément d'informations sur notre site web concernant à la fois les substances, mais concernant aussi des pistes pour savoir comment entamer la conversation avec votre jeune ou les jeunes avec qui vous travaillez. Comme je dis, des outils pour les parents, pour les intervenants dans la vie des jeunes,
La série Parlons drogue que l'on fait maintenant, c'est des présentations qu'on fait à la fois grand public, donc offert à n'importe qui veut s'inscrire à travers le Canada, mais on a aussi des ateliers qui sont faits sur le terrain, dans des écoles, dans des centres communautaires, en collaboration avec les unités de santé publique locale dans certaines communautés. On a un service aussi qui s'appelle Clic Parent. Si vous êtes venu sur notre site web, vous avez peut-être remarqué qu'on a un outil de clavardage qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez parler avec un spécialiste, un représentant en santé mentale et en consommation qui est là pour répondre à vos questions immédiates. Pour vous aussi vous donner quelques ressources qui sont, tout dépendant de où vous habitez, qui peuvent vous aider d'une façon plus immédiate. Et dans un cas où est-ce qu'il y aurait vraiment un besoin urgent d'avoir de la thérapie un peu plus étoffée, vous pouvez vous faire référer à même ce service-là de façon gratuite et anonyme à des sessions de psychothérapie avec un psychologue, un psychothérapeute certifié, jusqu'à 5 sessions gratuites. Ça ne se veut pas être en remplacement à une thérapie, mais ça se veut être en attendant d'avoir accès à quelqu'un par rapport à un service public. On sait qu'il y a des grandes listes d'attente présentement, donc c'est un service en attendant qui est fait par des professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous invite à venir le voir sur notre site. Donc, j'ai mis un peu des illustrations. On a des guides sur savoir comment parler cannabis, comment parler d'opioïdes, comment parler de différentes drogues de rue. On fait aussi des campagnes à grand déploiement, des messages d'intérêt public, comme on voit ici, les parties sans répondre, mais là, très bien entendu, je t'aime. Je ne sais pas si vous avez vu cette campagne-là, notre campagne Continuer de jaser qui a été diffusée sur à la radio, à la télé, sur différents sites web également. Et ce soir, plus particulièrement, on va passer du temps à parler de 3 dossiers. Dossier cannabis, dossier alcool, dossier vapotage. Donc, le cannabis, juste qu'on soit tous sur la même page, c'est la plante contenant des centaines de produits chimiques appelés cannabinoïdes, dont le THC, vous avez sûrement entendu parler, THC, CBD. Donc, on va parler un peu plus de THC, un peu plus approfondi là, au courant des prochaines diapos. On va parler d'alcool, qui est la boisson distillée ou fermentée, de la bière, du vin, de la liqueur, connue pour ses effets enivrants, et le vapotage, donc action de chauffer un aérosol créé par une cigarette électronique ou un vaporisateur et d'en annihiler la vapeur. Alors, on va parler de ces 3 substances-là dans un contexte avec les consommations prévalence chez les jeunes. Je commence avec une petite question. Selon vous, est-ce que c'est préférable d'attendre l'âge légal, donc tout dépendant des provinces où est-ce que vous êtes, 18 ou 19 ans, pour parler de consommation? Vous pouvez l'écrire dans le chat, à savoir intuitivement, est-ce que vous pensez que ça serait mieux d'attendre que notre enfant est d'âge légal? De toute façon, il ne pourrait pas aller s'en procurer, donc pourquoi en parler? Je vois que j'ai des réponses qui me disent que c'est faux. Je dois acquiescer avec vous. Effectivement, c'est faux. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je me permets de dire qu'il faudrait parler avec nos enfants avant l'âge légal? Écoutez, l'âge de la première consommation de substances, quand on parle d'initiation à l'alcool et au tabac au Canada, l'âge moyen d'initiation est 13 ans. Et quand on parle de consommation de cannabis, pour la première fois, les jeunes sont exposés, initiés au cannabis en moyenne au Canada à 14 ans. Donc, on sait, avec des études, on travaille aussi avec des professeurs d'université, des pédiatres, des psychologues, des psychiatres, que les techniques, les stratégies de prévention et d'éducation quand vient à la consommation sont plus efficaces quand elles sont faites avant l'âge d'initiation. Cela dit, encore là, comme je vous dis, je ne suis pas là ce soir pour
créer l'alerte et faire paniquer qui que ce soit. Là, si vous n'avez pas commencé puis vos jeunes sont plus vieux, c'est pas grave, c'est jamais trop tard. Mais c'est vraiment important, quand on est dans le moyen de le faire, de vraiment approcher nos jeunes avant l'âge de la première consommation pour pouvoir les outiller à prendre une décision réfléchie. Souvent, je vais dire, vous ne serez pas là, probablement, les premières fois où vos jeunes vont se faire offrir d'essayer l'alcool, le tabac, les différentes drogues, le cannabis. Mais en ayant eu des conversations en amont et en les ayant outillés avec des faits, de l'information, on espère qu'ils vont prendre les meilleures décisions pour eux et prendre le moins de risques possible. Comme j'ai dit, notre vision, c'est pas de promouvoir l'abstinence à tout prix. Notre vision, c'est vraiment de bien outiller nos jeunes pour qu'ils ne développent pas de consommation problématique et de dépendance. OK. Consommation de substances par groupe d'âge. Selon vous, encore dans le chat, quel groupe d'âge rapporte la plus forte prévalence de consommation globale de substances? Donc, tout inclus, là, le tabac, l'alcool, le cannabis, de façon générale. Est-ce que la prévalence de consommation est plus importante chez nos ados de 15 à 19 ans, chez les jeunes adultes de 20 à 24 ans, chez les adultes de 25 à 64 ans ou chez nos seniors ou personnes d'âge d'or de 65 ans et plus? Qu'est-ce que vous pensez? Je vois ados, jeunes adultes, ados aussi. La réponse, c'est les jeunes adultes de 20 à 24 ans. Alors, quand on regarde toute consommation inclus, c'est vraiment les jeunes adultes qui consomment de façon générale. Cependant, je dois dire que les adolescents âgés de 15 à 19 ans déclarent généralement des taux de consommation de substances égaux ou supérieurs à ceux des adultes de plus de 25 ans. C'est ce qui ressort des enquêtes menées au Canada qui expliquent pourquoi il est nécessaire que les conversations sur la consommation de substances commencent tôt dans le parcours des jeunes. Aussi, il faut noter que le pourcentage de vapotage des 30 derniers jours par les jeunes adultes est passé de 13 à 20 à 17 pardon. Quand je passe ici, là, la consommation de substances au cours des 12 derniers mois. Donc, le taux de vapotage a augmenté par rapport à ce que je vous donne aujourd'hui. Et quand on regarde, là, justement, vous pouvez comparer nos ados, comparé à nos 25 plus, la consommation est plus forte que nos 25 plus. Mais, encore là, un autre point que j'aimerais noter, c'est que quand on regarde nos ados, 15-19 ans, quand on regarde consommation de cannabis, quand on regarde le tabac, quand on regarde le vapotage et l'alcool, ce n'est pas la majorité des ados qui consomment sur une base régulière, autour des 12 derniers mois, autour des 30 derniers jours. Donc, quand un jeune peut sentir l'influence de ses pairs autour de lui ou de ses amis, puis de dire, ben tout le monde en prend, puis moi, je vais être le loser, puis c'est pour ça qu'il faut que j'en prenne, c'est pour ça. Quand on voit un âge, je dois admettre que quand on voit un âge d'initiation à 13 puis à 14 ans, on peut être alarmé, mais en même temps, ce n'est pas la majorité des jeunes qui consomment sur une base régulière. Donc, c'est rassurant quand même de voir ces pourcentages d'usage-là qui ne représentent pas la majorité de nos ados, puis on peut rappeler ça aussi à nos ados quand on parle avec eux. Dans un contexte où on dit, OK, c'est pas tous les ados qui consomment, mais ceux qui consomment, on peut se poser la question de, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va amener un jeune à consommer? Alors, on va regarder ensemble pourquoi les jeunes consomment, puis en retour aussi, on va regarder, ben, qu'est-ce qui ferait qu'un jeune déciderait de ne pas consommer? Alors, les jeunes vont consommer
par curiosité, parce qu'ils veulent avoir du fun, parce qu'ils veulent s'intégrer. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'influence des amis, par choix aussi, parce qu'ils trouvent que c'est un rite d'initiation, puis ils sont curieux, puis ils veulent aller l'expérimenter. L'influence des médias sociaux. Il y a aussi, comme je disais plus tôt, par rapport à COVID, puis on va y revenir aussi un petit peu plus tard, mais parce qu'ils sont stressés, parce que c'est un mécanisme d'adaptation, parce qu'ils trouvent une source de confort en utilisant des substances, c'est pour eux une façon de gérer leur stress. Donc, ça peut être une raison pour laquelle ils vont utiliser. Puis, il y a aussi des raisons médicales perçues, donc ils peuvent penser que, par exemple, le cannabis peut les aider à dormir, par exemple. Ça peut favoriser, ils ont peut-être des problèmes de sommeil, puis ils pensent que pour eux, c'est une bonne idée de consommer pour pouvoir mieux dormir. Puis d'un autre côté, pourquoi des jeunes décideraient de ne pas consommer? Qu'est-ce qui ferait qu'ils ne voudraient pas consommer? Bien, peur des conséquences, peur de ce que ça va faire, peur de l'effet qu'ils vont avoir, l'inconnu de ne pas savoir comment leur corps va réagir à certaines substances, ont peur d'avoir des mauvaises expériences, ont aussi peur d'un côté, quand on dit pourquoi ils peuvent être influencés à consommer, parce que justement, ils ont peur que les gens vont penser, ce qu'ils vont penser d'eux s'ils ne consomment pas. Ben, ça peut être la même affaire aussi de décider de ne pas consommer parce qu'ils ont peur de l'opinion des autres qu'ils vont avoir sur eux s'ils consomment. Fait que ça peut marcher vraiment des deux côtés. Puis, justement, d'être conscient des conséquences ou des risques sur le corps, sur comment je vais me sentir, sur ma santé mentale. Donc, ils peuvent décider de ne pas consommer. En bout de piste, il est important de façon générale, dans la société, on veut dire de respecter la décision d'une personne de consommer ou pas. En fait, ce qu'on veut favoriser, c'est de l'empathie. Ce qu'on veut favoriser, c'est aller chercher le pourquoi. La personne n'a pas à se sentir marginalisée parce qu'ils utilisent ou pas selon les raisons pour lesquelles ils ont décidé de consommer, mais en tant que parent, accompagner son jeune pour aller justement explorer ces raisons-là, puis voir des façons saines de faire face à certaines de ces situations-là, c'est un bon point de départ pour une conversation avec eux. OK, on a souvent cette question-là quand on fait des présentations. Qu'est-ce qui est arrivé avec la consommation depuis que le cannabis est légal? Alors, de façon générale, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé justement à la consommation chez les jeunes, là je précise chez les jeunes, depuis la légalisation? Est-ce que la consommation a réduit de moitié, a réduit légèrement, a augmenté légèrement ou la consommation chez les jeunes, chez nos ados, a doublé depuis la légalisation en 2018? Qu'est-ce que vous pensez? Doubler, réduire légèrement, augmenter légèrement. Merci de votre participation. En passant, c'est le fun que le monde, que le monde réponde. J'ai moins l'impression de parler toute seule. Écoutez, souvent, la grande crainte, c'est la légalisation a eu un effet assez considérable sur la consommation en pensant que les parents pensent que la consommation a augmenté beaucoup, doublé. En bout de piste, la réponse, c'est que elle a augmenté légèrement. Et pour être très honnête, tout dépendant, nous, on a regardé énormément de recherches et d'analyses faites au Canada, bien sûr, entre autres avec Santé Canada. Et tout dépendant des sondages, des temps de sondage, des fois, dans certaines provinces, ça a augmenté un peu. Il y en a que ça a réduit, il y en a que... Donc, si on prend la moyenne, ça a augmenté légèrement. Mais ça n'a pas augmenté selon la perception avant la légalisation que la population en général avait que, oh mon Dieu, nos ados vont vraiment plus consommer parce que c'est légal. Ce n'est pas arrivé. Cela dit, je vais aller à mon autre diapo après.
OK. Là, je vous ai parlé de la légalisation. Je viens avec maintenant COVID-19. Selon vous, les ados et les jeunes adultes qui consomment du cannabis ont-ils déclaré consommer la même quantité durant la pandémie de la COVID-19, consommer moins durant la pandémie de la COVID-19 ou consommer plus? Qu'est-ce que vous pensez? Je vois consommer plus, je vois consommer plus. Plus. Effectivement, euh, nos jeunes, nos ados et nos pré-ados ont consommé plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en début de pandémie, ce n'était pas le cas. Parce que l'accès n'était pas là, on était tous sous le même toit, il y avait beaucoup plus de surveillance. Mais si vous vous rappelez, au début, on pensait que la pandémie, ça allait durer 3 semaines, puis on allait tous retourner à nos vies de façon régulière après 3 semaines, et ça ne fut pas le cas. Donc, plus la pandémie a continué à allonger, et tout à coup, ça a eu un effet sur la consommation de cannabis pendant la pandémie. Donc, en toute vérité, c'est plus COVID qui a eu un impact sur la consommation que la légalisation chez nos ados. Pourquoi les jeunes déclarent avoir consommé plus de cannabis durant la pandémie? Je suis certaine que vous pouvez penser à plusieurs raisons, mais voici ce que nos analyses et les enquêtes ont révélé. Euh, L'ennui, le stress, l'anxiété, pour relaxer. Dans un des sondages, on parlait pour relaxer, justement, qui est un peu justement aller à l'encontre du stress. Absence d'un horaire préétabli. Donc, les raisons les plus courantes, là, c'est vraiment ce que je viens de partager avec vous, l'ennui, le stress, l'anxiété pour relaxer. Puis, de plus, environ le quart de jeunes adultes disaient avoir augmenté leur consommation de cannabis en raison d'une perte d'emploi au début de la pandémie. En 2021, l'ennui, le stress et l'anxiété sont restés les raisons les plus courantes comme raison de l'augmentation. Toutefois, le besoin de relaxer a été remplacé par l'absence d'un horaire régulier. Donc, c'est intéressant. Au début, on était stressé, on ne savait pas ce qui allait se passer. Les gens ont plus consommé à ce moment-là. Et ben, on s'est habitué un peu à cette routine-là, dans le sens où COVID, c'était moins un facteur de stress, mais étant donné qu'on avait moins un horaire régulier, qu'il y avait moins de routine dans la journée, les gens se sont tournés vers le cannabis. Dans le fond, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que présenter aux jeunes des alternatives saines comme mécanisme d'adaptation au stress puis à l'anxiété peut continuer à éviter qu'ils se tournent vers la consommation de substances. Dans un contexte où, si vous vous rappelez, là, au début de la pandémie, tous les jours devenaient un vendredi. Parfois, des fois, on revient à la maison après le bureau un vendredi, puis on va s'ouvrir une bouteille de vin, on va prendre un verre de vin. Là, tout à coup, c'était quand on sortait de notre bureau ou du sous-sol ou de la table de la cuisine, on se servait un verre de vin. C'est de prendre conscience aussi de ce qu'on envoie comme message à ce moment-là par rapport à comment nous, en tant qu'adultes, on fait face à notre stress. Donc, être capable d'en parler, il n'y a absolument rien. Je ne suis pas là pour faire le procès du verre de vin en fin de journée, pas du tout. Mais c'est dans une optique d'être authentique, d'être candide avec son jeune, puis de dire, bon, ben, je viens de m'apercevoir que ça fait quand même 4 jours de suite que je prends un verre de vin parce que je suis stressée. Il y aurait peut-être moyen de faire face à mon stress autrement. Donc, de partager ces conversations-là, puis de voir ensemble des alternatives, aller prendre une marche, aller jouer avec le chien au parc, pour les aider justement à nos ados à voir ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les personnes à risque d'une consommation accrue étaient plus susceptibles de rapporter de façon générale solitude, insécurité financière, aggravation de la santé mentale, consommation importante d'alcool, un environnement, les gens qui travaillaient dans un environnement de travail où le risque de contagion de la COVID était plus élevé ou avaient un niveau d'éducation inférieur
étaient des personnes qui étaient vraiment plus à risque. Ça, c'est les facteurs de risque qui faisaient que tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une consommation accrue de substances. Je regarde mon heure. OK, ça va bien. Quand on parle du cannabis et le cerveau, parmi les aptitudes qui sont présentées ici, qu'est-ce qui peut être affecté par la présence dans le cerveau du THC, comme je parlais au début, là, le THC dans le cannabis, qui est contenu dans le cannabis? Est-ce que c'est le jugement et la prise de décision? Est-ce que ça peut affecter la mémoire? Est-ce que ça peut affecter la régularisation de l'humeur? Ou est-ce que c'est toutes ces réponses qui ont vraiment une incidence sur le cerveau quand le cerveau est exposé au THC? Il y a des gens qui veulent s'essayer. Toutes ces réponses, je vois. Effectivement, vous avez raison. J'ai un bon éditoire ce soir. C'est toutes ces réponses. Quand on parle du cerveau, c'est important. Le chiffre 25 est très important, puis vous allez le voir, je pense, sur ma diapo après, là. Mais le cerveau humain ne se développe pas à pleine capacité avant l'âge de 25 ans. Donc, la partie devant, qui est le cortex préfrontal, n'est pas développée à pleine capacité. Puis ça, c'est responsable pour la régularisation de nos émotions, de nos impulsions, notre jugement. Donc, des fois aussi, quand on a des ados, moi, je travaille chez Jeunesse sans drogue, mais j'ai également 2 ados. On se demande, Caroline, comment ça qu'ils manquent de maturité puis de jugement comme ça? Bien, honnêtement, ils n'ont même pas la capacité au niveau cérébral de faire preuve de jugement puis de maturité à une pleine capacité parce que ce n'est pas développé jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, les risques à court terme, quand on prend du cannabis, perte de coordination, comment ça influence dans notre cerveau, comment ça vient en interaction avec notre cerveau, perte de coordination, confusion, désorientation, de l'angoisse, la peur, panique, ça peut être des risques. Ça ne veut pas dire que une personne qui prend du cannabis va expérimenter tous ces risques-là à la fois. Ça peut être un ou plusieurs de ceux-là ou pas du tout, mais ce sont des risques confirmés à court terme. Diminution du temps de réaction et de perception des profondeurs, problèmes de mémoire, manque de concentration. Ça, c'est comment le cerveau est affecté à court terme quand on prend du cannabis. Tandis qu'à long terme, ça peut vraiment avoir un impact sur notre capacité de mémoire. Ça peut développer une dépendance. Ça peut avoir des effets sur la prise de décision et la résolution de problèmes. Donc, encore le cortex préfrontal. Le risque de problèmes de santé mentale, dépression, troubles anxieux, suicide, risques psychologiques. Donc, il y a des risques de psychose et de schizophrénie. Puis, comme je disais, les risques sont plus élevés chez les personnes qui consomment du cannabis avant l'âge de 25 ans. Et dans une optique aussi où est-ce qu'on va parler de THC, mais plus le pourcentage de THC est élevé, plus que ces risques-là sont présents, surtout dans un cerveau qui se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. On travaille de pair avec, comme je disais plus tôt, des psychologues, des psychiatres, des neurologues, des gens qui font de la recherche en neurologie et ils sont capables de confirmer que ces risques-là sont présents à long terme. Alors, pour les chiffres, une personne sur 11 qui consomme du cannabis durant sa vie développera un problème de dépendance. Cependant, quand on regarde avec nos ados, c'est une personne sur 6 qui consomme du cannabis sur une base régulière durant son adolescence qui peut développer un problème de dépendance. Donc, comme je disais, le risque de dépendance est plus élevé quand on commence plus tôt et quand un ado a une consommation régulière de cannabis. Mon fameux 25 de tout à l'heure, la consommation de cannabis avant l'âge de 25 ans peut avoir un effet néfaste sur le développement du cerveau d'un jeune. Puis ça s'insère bien dans une conversation, c'est pas une question de jugement encore, c'est pas une question de dire en tant que ta mère, je voudrais pas que tu en prennes parce que c'est pas bon, mais aller au-delà de ça et parler du développement du cerveau. Comme je dis, il y a des preuves qui démontrent ces effets-là. OK. Alors, maintenant, on va parler du vapotage.
Quel est le pourcentage de jeunes âgés entre 15 et 19 ans qui ont vapoté au cours des 30 derniers jours, alors qu'ils n'ont jamais essayé de fumer de leur vie? Donc, ils n'avaient jamais pris une cigarette, ils n'avaient jamais essayé, mais au cours des 30 derniers jours, quel est le pourcentage de jeunes qui se sont initiés au vapotage sans avoir fumé? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que c'est 8 19 46 ou 61 Je vois 19, je vois 61. Je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est 61. On partage ça avec vous parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, quand le vapotage est devenu populaire, puis on a commencé à en voir, c'était fait pour que les adultes arrêtent de fumer. C'était vraiment un outil de cessation pour qu'on puisse éliminer le cigarette. Et d'un côté, honnêtement, on avait presque gagné la partie parce qu'il y avait de moins en moins de jeunes qui s'initiaient à la cigarette. Il y avait moins en moins de dépendance au tabac qui avait été remarquée auprès de nos jeunes. Cependant, avec l'introduction du vapotage, ça a un peu inversé la tendance. Donc, on sait que les produits de vapotage contiennent souvent de la nicotine, mais peuvent aussi contenir du cannabis dans des vapoteuses et le THC, le fameux THC, peut aller au-delà de 90 à titre indicatif, un joint dans les années 70-80, quand on avait 3, 5, 7 de THC, c'était à peu près la moyenne. Ça pouvait varier là, parce qu'on n'avait pas un marché légal. Mais quand on parle d'une teneur en THC à 90 et quand on parle aussi qu'un jeune peut expérimenter pour la première fois avec le cannabis à l'aide d'une vapoteuse avec 90 il y a matière à s'inquiéter. Et les effets à long terme des produits chimiques contenus dans les produits de vapotage sont encore inconnus. Si vous vous rappelez, dans les années 70, le tabagisme était très répandu et ça a pris longtemps avant que les études sur le cancer et toutes les maladies qui étaient reliées à un tabagisme ont été diffusées. Donc, le vapotage, c'est encore nouveau. On est encore en train d'apprendre des choses. Donc, il n'y a pas des études à long terme qui ont été effectuées. Donc, on ne peut pas encore donner des corrélations directes sur les maladies qui sont développées à l'aide du vapotage. Mais, on sait qu'il y a quand même matière à s'inquiéter parce que ce n'est pas vrai de penser qu'on ne peut pas devenir dépendant de vapotage, que ce soit à la nicotine ou au cannabis. Les ados sont 3 fois plus susceptibles que les adultes de déclarer vapoter pour réduire leur stress. Encore une autre fois, comme je parlais, des mécanismes à développer avec vos jeunes et des alternatives saines pour faire face au stress. Le vapotage est utilisé par nos jeunes. Les jeunes adultes sont 2 fois plus susceptibles de parler de stress. Et les personnes qui fument sont plus susceptibles d'être diagnostiquées avec des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la panique ainsi que la dépression. C'est significativement plus fréquent chez les jeunes de 18, selon cette étude-là, il qualifie les jeunes de 18 à 49 ans. Et la dépendance à la nicotine est également comorbide avec la schizophrénie. Il y a une corrélation. On sait que les gens qui souffrent de schizophrénie il y a un pourcentage assez élevé de ces gens-là qui ont une dépendance également à la nicotine. OK, j'ai ajouté ça parce que j'aime ça donner des petits indices sur quelle langue on peut utiliser avec notre jeune pour parler de consommation. Puis un des angles peut être langue financière ou économique. Donc, combien dépense en moyenne un ado en produits de vapotage par semaine? Quelqu'un qui vapote sur une base régulière, là, ça vient, entre autres, de la Fondation des maladies du cœur. Ils ont évalué ça. Est-ce que c'est 5 15 25 ou 40 25, 15, 40. La réponse, c'est 15. OK.
Donc là, quand je dis 15, ça peut être, on peut se dire, ben, dans le fond, c'est pas si pire que ça. Tu sais, quand on va au cinéma, on peut même pas aller au cinéma puis manger un popcorn à 15 $. Fait que notre ado peut dire, ben voyons, c'est pas si pire que ça. Ah ah! Cependant, on va pas au cinéma à toutes les semaines manger un popcorn. Donc, si on fait l'exercice, le coût annuel pour vapoter, c'est 780 $. Si j'applique la même logique pour une consommation régulière de cannabis et d'alcool, ben là, j'ai 780 qui s'ajoutent. Si je prends ce coût annuel-là, 780 fois 3, puis si on se dit, mettons qu'en moyenne, nos jeunes peuvent commencer à expérimenter vers secondaire 3 puis qu'ils le font jusqu'à la fin du cégep. Bien, en bout de piste, là, ils vont avoir dépensé à peu près presque 12 000 11 700 en coût pour avoir consommé là, à la fois vapotage, alcool et cannabis. 11 700 comparé aux 15 c'est un argument plus de, je pense, un peu plus considérable pour un jeune pour savoir qu'est-ce que ça coûte juste dans ses poches de consommer. Peut-être qu'un jeune voudrait s'acheter une voiture usagée avant d'aller à l'université ou de l'équipement de ski ou un nouveau vélo. Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec un budget discrétionnaire de 11 700 pour un jeune qui vient juste de terminer son cégep. Donc, c'est un des arguments, par exemple, qu'on peut utiliser sur le coût à long terme de financer sa consommation en tant que jeune. J'en ai parlé un petit peu. Lequel de ces produits, vous pensez, peut avoir la plus haute teneur en THC? Est-ce que c'est les produits de feuilles séchées? Est-ce que c'est les produits comestibles du cannabis? Ou est-ce que c'est les liquides, les e-liquides que l'on peut vapoter? Comme j'ai souligné tout à l'heure, les produits de vapotage peuvent avoir une teneur jusqu'à 90 en THC. Donc, c'est important quand un jeune va nous dire ah, mais vapoter, c'est pas dangereux. Ah, mais vapoter, il n'y a pas d'études encore qui démontrent que c'est aussi dangereux qu'autre chose. Oui, oui, c'est dangereux, surtout quand vient le temps de, comme je disais, avoir une teneur en THC de 90 vapoter, c'est la troisième méthode de consommation de cannabis après fumer et ingérer. Donc, en premier lieu, les gens vont le fumer. En deuxième lieu, les gens vont prendre des produits comestibles, mais le vapotage, c'est en troisième lieu. Les hautes teneurs de THC, je l'ai mentionné plus tôt, mais augmentent vraiment les risques sur le plan physique et psychologique. C'est vraiment pas recommandé d'utiliser de THC chez des personnes qui ont souffrant de psychose, de schizophrénie ou ayant, je cherchais des antécédents familiaux. Donc, s'il y a des antécédents dans la famille de schizophrénie, de psychose, c'est vraiment recommandé de se tenir loin du THC parce que ça peut justement déclencher des psychoses et par la suite développer des symptômes de schizophrénie quand on a une exposition prolongée avec des teneurs en THC élevées. 125 personnes meurent tous les jours d'une maladie en lien avec le tabagisme. 20 des jeunes qui déclarent vapoter le font pour réduire le stress, comme je disais. Et un autre 20 admettent qu'ils en sont dépendants. Donc, la dépendance est déjà installée. Et le tabac peut causer plus de 40 maladies débilitantes ou mortelles, soit des poumons, du cœur, d'autres organes vitaux. Donc, il y a des risques connus du tabagisme sur la santé. Laquelle de ces substances, vous pensez, a un coût plus élevé pour à la fois combiner le système de santé, de justice, la perte de productivité au Canada? Est-ce que, de façon générale, pour la société, est-ce que les opioïdes, le tabac, l'alcool ou la cocaïne, quelle est la substance qui a un coût le plus élevé pour la société?
quand on parle encore une fois là, de santé, de justice, de perte de productivité. Est-ce que vous avez une petite idée? De voir. Il y a quelqu'un qui vient de me dire alcool. Alcool. Ah, opioïdes. Alors, la réponse s'en vient, c'est l'alcool. L'alcool est tellement normalisé que des fois, c'est pas ce qu'on va penser en premier lieu qui va engendrer des coûts totaux reliés à des méfaits. Mais comme vous voyez sur le graphique, l'alcool est vraiment loin devant le tabac, les opioïdes, la cocaïne. Donc, la consommation de substances en général a engendré des coûts de 49 milliards, mais de ce 49 milliards-là, c'est 62 des coûts totaux qui étaient reliés à l'alcool et au tabac. Donc, encore là, dans une optique où est-ce que notre jeune peut nous dire, écoute, c'est pas grave, là, c'est pas comme si je prenais des drogues de rue ou je prends pas des opioïdes, c'est vrai, mais faut pas penser que c'est sans risque aussi de penser que l'alcool ou le tabac ne peut pas engendrer de problème parce que c'est tellement accepté socialement qu'on peut penser que les risques sont amoindris. Les risques de démence, de dépression et d'idées suicidaires sont plus élevés chez les personnes qui consomment de l'alcool. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? On parle d'alcool. Si. Et je vais y aller tout de suite parce que je pense que c'est vraiment évident. Oui, c'est vrai. Donc, l'alcool et la santé mentale, il y a une corrélation directe entre les deux. Je regarde mon temps encore pour m'assurer qu'on est correct. On sait que les Canadiens souffrant de dépression sont 3 fois plus susceptibles d'être pris avec une consommation problématique. On sait qu'il y a une corrélation entre les deux. Et la consommation d'alcool est fréquemment associée à des comportements violents et agressifs, y compris la violence conjugale et la violence sexuelle. Donc, la consommation, encore une fois, reliée à une consommation problématique, l'alcool est en jeu dans plusieurs comportements violents et agressifs. Ici, la conduite avec les facultés affaiblies. Ça aussi, c'est intéressant parce que, en tout cas, je vais vous laisser répondre rapidement. En 2022, les Canadiens ont déclaré être plus susceptibles de conduire après avoir consommé de l'alcool, soit à une soirée, dans un bar, à la maison ou à la maison d'un ami ou d'un parent. Donc, ce qu'on dit, c'est j'ai pris mon véhicule après avoir consommé de l'alcool si j'étais dans une soirée, dans un bar, à la maison ou à la maison d'un ami. Est-ce que vous avez une petite idée de c'était dans une soirée, chez un ami, chez un ami? Écoutez, celle-là est intéressante, puis moi aussi, ça m'a sincèrement surpris. La réponse, c'est à la maison. Puis la raison pour laquelle je voulais en parler ce soir, c'est qu'on passe souvent du temps à dire assure-toi de pouvoir revenir à la maison de façon sécuritaire, assure-toi justement de prévoir un chauffeur ou de ne pas boire pour revenir à la maison. Mais dans la majorité du temps, les gens consomment à la maison et après, ils vont ailleurs. C'est pas une question de retour à la maison, c'est de prévoir de ne pas se véhiculer, pas embarquer dans une voiture conduite par quelqu'un qui a bu, mais c'est à partir de la maison. Donc, tout le concept de quand on parle à nos jeunes, il faut que tu retournes à la maison de façon sécuritaire, c'est qu'il ne faut juste pas que tu te déplaces en état d'ébriété, déplacé. C'est pas de revenir à la maison, c'est pars pas de ton party pour aller à un autre party dans une maison. Assure-toi d'avoir
un livre, assure-toi de pouvoir utiliser Uber ou de m'appeler, parce que moi, ça va me faire plaisir de pouvoir te donner un livre, mais c'est ce concept-là là, de la maison que je trouvais intéressant de partager avec vous. Parce que justement, les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les jeunes de 16 à 25 ans. L'alcool ou les drogues sont en cause dans 55 de ces collisions-là. Ça demeure. On pense qu'avec toute la prévention qu'on a fait, toute l'éducation qu'on a fait, on ose espérer qu'on est rendu ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut continuer à parler à nos jeunes. Il faut continuer de leur dire que c'est important de ne pas prendre un véhicule en état d'ébriété, mais aussi, dans la majorité des cas, il y a vraiment il y a des jeunes où est-ce qu'ils se sentent en sécurité, ce sont eux les passagers parce que c'est pas eux qui conduisent, fait qu'ils ne se font pas attraper. Avoir cette conversation-là aussi, de ne pas embarquer dans un véhicule si quelqu'un a consommé pendant la soirée, parce qu'on ne peut jamais être sûr d'exactement qu'est-ce que la personne et quelle quantité la personne a consommé. Le Centre canadien des dépendances et de l'utilisation de substances a publié l'année passée, en 2023, un nouveau rapport qui disait que en limitant notre consommation à 1 ou 2 verres, on pouvait éviter les conséquences de l'alcool. Est-ce que vous pensez que c'est 1 ou 2 verres par jour ou 1 ou 2 verres par semaine? Puis ça, c'est en fait ce qu'on dit, c'est si on se limite à 1 ou 2 verres, soit par jour ou par semaine, on va éviter des conséquences négatives de l'alcool. Ça a été publié l'année passée. Qu'est-ce que vous pensez? Je vois une réponse par jour, je vois une réponse par semaine. Je vous avais perdu. Est-ce que tout le monde est encore là? Est-ce que quelqu'un peut me dire si je suis revenue? Oui, tu es là maintenant. Désolée. Tu as disparu. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais J'avais peur. je me sentais un petit peu toute seule encore. OK! Mais peut-être c'est l'Internet, c'est juste votre Internet. OK, merci. Je vais repartager avec vous mon écran. Eh mon Dieu. OK. La technologie, c'est le fun quand ça fonctionne. OK. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous voyez qu'on est à la même place que tout à l'heure? Confirmé. Merci. OK. Alors, c'est deux consommations par semaine. Ça l'a vraiment changé. Avant, on parlait de 15 à 20 consommations, tout dépendant si on était un homme ou une femme par semaine. Maintenant, ça a été réduit à 1 ou 2 verres par jour, pardon, par semaine, si on veut limiter les conséquences négatives que peut avoir l'alcool sur la santé. Alors, encore une fois, des statistiques, une personne sur 5 de 15 ans et plus répondra lors de sa vie aux critères qui définissent quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool. Il y a 6 millions de personnes de 12 ans et plus au Canada qui déclarent boire une grande quantité, ça veut dire 5 verres ou plus en une même occasion, et ce, au moins une fois par mois. En anglais, on appelle ça binge drinking. En français, des fois, on appelle ça une beuverie. Mais dans le sens aussi, on sait que pour notre santé, on devrait limiter notre consommation à 1 ou 2 verres par semaine. Il y a 6 millions de personnes au Canada qui déclarent que au moins une fois par mois, ils vont boire 5 verres ou plus en une même occasion. Et la consommation d'alcool est en cause dans plus de 200 maladies. Rapidement, parce que je vois le temps filer, le spectre de la consommation, je voulais
partager ça avec vous pour regarder que la consommation, c'est vraiment un spectrum et on peut être à différents stages dans notre vie. Et ça ne veut pas dire que c'est graduellement que tout à coup, si on commence à consommer, on va s'en aller vers une dépendance ou que si on a une dépendance, on ne peut plus se sortir de ce spectre-là. Ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas toute consommation qui peut devenir problématique. Toute consommation n'est pas problématique, mais toute consommation peut devenir problématique. Ça veut dire que ça se peut qu'en abstinence, on décide notre jeune va décider qu'il va s'initier, puis peut-être qu'il va s'en tenir à ça. Peut-être qu'il va faire une consommation à moindre risque, puis ça va être correct. Mais quelqu'un peut varier dans le temps de sa consommation et savoir où son jeune se situe sur ce spectre-là, ça peut aider aussi à encadrer la conversation. Comment savoir si mon jeune consomme, justement? Si mon jeune passe moins de temps en famille et avec ses amis, a des problèmes de santé anormaux ou tout à coup on se rend compte que son sommeil est perturbé, qu'il y a des baisses de résultats scolaires, en fait, je vais déjà vous donner ça. C'est vraiment toutes ces réponses. Et plus, vous connaissez votre jeune mieux que n'importe qui. Et c'est vraiment dans l'optique d'observer ses comportements, puis savoir qu'est-ce qui se passe, puis poser des questions. Il y a plusieurs signes qui peuvent nous indiquer s'il y a une consommation et une consommation problématique, peut-être. Avec ça dit, c'est important de ne pas sauter aux conclusions. Un ado va passer par des rites de passage. Un ado va dormir plus. Quand je dis un sommeil perturbé, un ado va changer d'amis. Il faut vraiment les accompagner là-dedans. Il y a des rites de passage. Comme je disais, on n'est pas là pour être alarmiste du tout. Mais si vous remarquez ces changements-là, ben, je vous invite à en profiter pour pouvoir avoir une discussion avec vos jeunes pour le dire. C'est justement juste démontrer un intérêt. Je remarque que ces temps-ci, tu n'as pas de l'air à bien dormir ou tu te couches de plus en plus tard, ça va-tu? Y a-tu quelque chose qui te stresse plus particulièrement? Je remarque que tu as des nouveaux amis. C'est correct de porter un intérêt à notre jeune, c'est correct de lui poser des questions. Notre but à nous, c'est vraiment de vous informer, de vous encourager et de vous appuyer dans cette démarche-là d'avoir des conversations. Vous avez peut-être vu certaines de nos publicités passées. Ça, c'était une campagne qu'on a déjà eue, comme je disais, qui s'appelait Continuer de jaser. Elle ne répond pas à vos textos, mais elle le lit. Ce qu'on sait, c'est que nos jeunes, quand on fait des sondages avec eux, à tous les ans, on va sonder les jeunes pour savoir quelles sont leurs sources d'informations de confiance quand vient à la consommation de substances. Et c'est encore surprenant, c'est un chiffre qui nous a surpris, mais bon an, mal an, environ 60 à 70% des adolescents vont nous dire que leur source préférée d'information, de confiance pour les substances, ce sont les parents. Je suis la première surprise, j'ai 2 ados moi-même, et c'est suivi par l'école et ensuite les amis. L'école à 56%, puis les amis à 26%. Ce qu'on peut comprendre de ça aussi, c'est que le mot important là-dedans, c'est la source de confiance. Vos jeunes, si vous faites votre recherche, si vous amenez la discussion avec curiosité, sans vouloir faire de sermon, si vous les approchez justement pour avoir des discussions ouvertes, ils vont avoir confiance que vous avez leurs intérêts à cœur. Tandis que si des amis leur disent « Veux-tu essayer ça? J'ai trippé, il m'est rien arrivé, tu vas voir, on va avoir du fun. » Nos jeunes sont assez intelligents pour savoir que je ne sais pas si c'est vraiment dans mon meilleur intérêt. Tandis que si mes parents m'en parlent, puis on parle du développement du cerveau, etc., ils vont avoir confiance à ce qu'ils vous disent. On est là pour vous encourager à vouloir en parler avec eux parce qu'ils vont vous écouter. Puis 95% des parents à qui on a parlé, qui nous ont indiqué qu'ils avaient parlé à leurs jeunes avec l'information qu'on leur a donnée, nous ont dit que ça avait eu un impact positif sur le comportement de leurs jeunes. Alors, quelles sont certaines stratégies de discussion qu'on peut avoir avec notre jeune? Bien,
restez à jour, faites vos recherches. Ce soir, c'est une occasion parfaite pour prendre l'information que vous avez eue puis aller tester ça avec vos jeunes. Hey, j'ai appris que, par exemple, 90% des gens qui ont des problèmes de dépendance ont commencé à l'adolescence. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Énoncez clairement vos buts. Qu'est-ce que vous cherchez à aller chercher comme information? Écoute, je te parle ce soir parce que je t'inquiète. J'ai vu que tu te couches de plus en plus tard. Je t'inquiète pour ta santé. Est-ce que, je veux dire, vraiment être capable de dire, je veux qu'on puisse parler de consommation potentielle. Je pense que j'ai l'impression que tu as peut-être commencé à utiliser, à boire de l'alcool, par exemple, puis je suis inquiète pour ta santé. J'aimerais ça qu'on puisse en parler. Puis garder l'esprit ouvert, c'est pas toujours facile, mais vraiment y aller avec l'intention d'avoir une conversation à deux sens, bidirectionnelle, de trouver un milieu confortable. Souvent, la voiture, c'est une belle place pour pouvoir commencer une conversation parce qu'ils sont un peu captifs, mais soyons conscients que on approche la situation où est-ce que ça peut être malaisant pour le jeune d'en parler, ils peuvent avoir un malaise, ils peuvent avoir un malaise pour nous, être conscient de notre vulnérabilité, puis d'être authentique dans cette approche-là pour dire, écoute, moi aussi, je me sens mal ou je suis un peu mal à l'aise de t'en parler, mais c'est important, puis je t'aime, puis je t'inquiète, fait que j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Puis identifier où se situe le jeune sur le spectre de la consommation. Peut-être que notre jeune n'a pas commencé à consommer encore, comme je disais. Alors, ça va aiguiller un peu la teneur de nos propos, à savoir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur consommation. Il faut avoir aussi des conversations adaptées à l'âge de notre enfant. On nous demande souvent, mais à quel âge je devrais commencer à en parler? Justement, on s'est dit en début de présentation aujourd'hui qu'on devait commencer avant l'âge légal. Est-ce qu'on peut commencer déjà même avec nos tout petits? Écoutez, on ne commencera pas à parler de drogue à un enfant de 2 ans, mais on peut commencer à parler de l'importance d'être en santé, puis de faire des choix, de qu'est-ce qui est bon de prendre pour nous, de prendre une vitamine, par exemple, quand on arrive à 3 ou à 5 ans, puis que le jeune veut prendre plus qu'une vitamine parce que ça goûte bon, d'expliquer l'importance des médicaments dans nos vies, mais qu'il faut les prendre selon ce qui est prescrit. Alors, on peut commencer dès ce jeune âge-là. À 5-8 ans, ils aiment ça, la routine, ils aiment ça apprendre des nouvelles choses, ils veulent pas, ils aiment les compliments. Donc, vraiment, les impliquer dans la conversation, commencer à parler de tabac, commencer à parler d'alcool. Ces jeunes-là, ils vont être exposés à de la consommation, soit via ce qu'ils vont voir à la télé, sur les médias sociaux. Donc, être capable de commencer à parler de ça dans une optique de santé aussi, puis de savoir qu'est-ce qui est bon pour eux ou pas. Et tous ces outils-là, là, beaucoup plus élaborés sur notre site web aussi, je vous invite à aller voir pour avoir des pistes de discussion selon l'âge. De 9 à 12 ans, nos jeunes c'est des pré-ados, là, indépendants, ils sont plus vulnérables, sont émotifs, sont centrés sur eux mêmes. C'est à cet âge-là, en grande majorité, où est-ce qu'ils vont commencer à être vraiment conscients de consommation d'alcool ou de tabac. C'est juste avant l'âge de l'initiation, c'est l'âge propice pour avoir des conversations justement informées sur l'effet que ces choses-là peuvent avoir sur notre corps et les choix santé qu'on peut faire pour nous-mêmes. Nos ados qui sont sociables, qui sont émotifs, qui veulent clamer leur indépendance. Important encore vraiment maintenant d'aller dans le vif du sujet, de parler de cannabis, de parler d'alcool, de parler de tabac, de savoir comment ils se sentent par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont une appréhension? Est-ce qu'ils ont été témoins de ça? Est-ce qu'ils ont des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on peut les aider tout en sachant qu'on n'est pas les experts en tant que parents, mais de dire on peut aller chercher de l'information puis de vraiment centrer l'information sur aller chercher des sources crédibles d'informations pour en parler. Je vois qu'on est presque rendu à la fin. Alors, je vais passer tout de suite à débuter la conversation. Je veux juste vous montrer sur notre site web, on a plusieurs pistes de début de conversation. Je suis curieux d'apprendre ce que tu sais sur le cannabis. J'aimerais en savoir plus sur les raisons sur lesquelles tu consommes du cannabis. J'ai remarqué que tu étais stressé ces temps-ci.
Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut parler d'activités qu'on pourrait faire ou que tu pourrais faire pour vraiment mieux gérer ton stress? Puis si notre jeune fume déjà du cannabis, on peut commencer à dire c'est nocif pour ta santé, puis je m'inquiète la quantité que tu prends, peux-tu en parler? Puis demander la permission, puis savoir aussi que probablement peut-être qu'il va dire qu'il n'est pas en l'aise d'en parler là, mais de dire OK, je respecte ça, mais je vais revenir à la charge. Écoutez, c'était notre premier essai à faire des forums ouverts aujourd'hui. Je vois que je suis rendue à 7 heures. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous demander si vous voulez de prendre le code QR. C'est vraiment 5 questions, un petit sondage sur la présentation ce soir. Je vous invite à le remplir, mais je vous invite aussi à venir sur notre site web, à venir chercher l'information, à utiliser notre outil de clavardage, à utiliser notre ligne téléphonique si vous avez des questions. Je suis sincèrement désolée de ne pas avoir eu la chance d'aller chercher les questions avec vous ce soir. On va avoir d'autres webinaires. On va être préparés en conséquence pour que je puisse respecter le temps alloué. Mais si vous avez des questions, vous pouvez soit le faire avec notre outil de clavardage, vous pouvez nous envoyer un courriel, ça va nous faire plaisir. Sachez que, comme je dis, la présentation est enregistrée, elle va être envoyée pour que vous puissiez la réacheminer si vous avez des gens avec qui vous voulez la partager. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour votre présence ce soir et j'espère à la prochaine. Au revoir.